Alors, la série Porte ouverte au Musée de la Civilisation, c'est 13 émissions qui posent un regard particulier sur la réserve, mais évidemment la collection au sens large. Alors, on va visiter vraiment en 13 émissions des aspects de cette collection-là, parce que bien sûr, en exposition, on présente un pourcentage de la collection nationale et en passant, il y a peut-être au-delà de 700 000 objets dans cette collection-là. C'est une très grande collection. Alors, on a choisi des fonds particuliers, des collections particulières pour avoir un regard, pour entrer dans la réserve, donc donner ce privilège aux visiteurs d'avoir accès à un lieu normalement interdit, normalement inédit, et d'aller plus largement regarder leur héritage qui leur appartient, la collection nationale. C'est peut-être une des choses là, les plus difficiles de choisir, parce qu'encore une fois, la collection est tellement vaste, puis c'est une collection de société, donc ça va dans toutes les directions. Évidemment, on a choisi, puisqu'on est à la télévision aussi, il faut choisir des sujets qui visuellement sont intéressants, qui vont bien passer, et en même temps des collections qui sont bien documentées en partie. Le choix s'est fait véritablement à partir de quels critères comme ça, qui sont l'importance du fond, la documentation historique, l'aspect visuel, est-ce que c'est des collections qui passent bien aussi à la télévision? Alors, c'est les principaux critères, je dirais, qui ont servi. Puis évidemment, à travers ça, il y a des collections qui sont comme des incontournables qu'on se doit dans une première série de présenter. C'est le cas d'une collection comme les sciences judiciaires, ça fascine, ça suscite beaucoup d'intérêt. Alors, c'est la collection du ministère de la Sécurité publique. Alors, on va présenter cette collection-là, de quoi elle est faite, en quelle année on l'a reçue. On va avoir aussi d'autres invités qui sont des spécialistes dans leur domaine. Dans le domaine des sciences judiciaires, par exemple, on se rend à la Centrale de police de Québec parce qu'on va aller voir quelqu'un de l'escouade technique qui va nous entretenir aujourd'hui de façon tout à fait actuelle comment on investigue un lieu de crime. Alors, tout ça pour dire qu'on veut, le regard qu'on va poser sur les 13 collections, on veut qu'il soit actuel. Évidemment, on regarde, c'est le regard d'historien, c'est toute la contextualisation, un regard rétrospectif, mais un regard aussi prospectif. Donc, on ne veut pas que ça soit une émission figée, on veut que ça bouge, on veut qu'il y ait du mouvement, et on va tourner dans la réserve, mais on va tourner à l'extérieur aussi de la réserve, on va tourner dans différents lieux, autant de lieux qui vont nous permettre de comprendre la collection qu'on va examiner dans les 13 émissions. L'émission bouge, alors on se promène, l'image aussi se promène beaucoup. Alors on est en mode, en mouvement. C'est une émission qui bouge beaucoup, à la fois dans les lieux, avec les invités. Donc c'est pas statique, c'est pas une émission axée sur uniquement un dialogue. C'est véritablement là, une émission qui bouge beaucoup, puis je pense que le public ne s'ennuiera pas dans cette émission-là. Dès les premières diffusions, on a eu des contacts avec des gens qui pour une raison ou pour une autre, avaient des objets qui étaient en association avec les émissions qui ont été diffusées. Je prends par exemple l'émission sur l'art populaire. Alors, il y a des gens qui nous ont contactés en disant, écoutez, j'ai telle pièce que vous n'avez pas, mais que vous recherchiez depuis longtemps, parce qu'on en parle dans l'émission. Et alors, ça a permis de recréer des liens avec des collectionneurs, avec le grand public tout court, parce que historiquement, dans leur famille, ils avaient des pièces qu'ils avaient acquis d'une façon là, ou d'une autre. Là. Et évidemment, ils nous ont offert ces pièces-là, de bonifier la collection nationale, de l'enrichir. Donc, effectivement, la sensibilisation, on peut dire que là, la connexion avec le public s'est faite avec cette émission-là, il n'y a pas de doute. Là. Parfois, on va jeter un regard sur l'ensemble d'un secteur, par exemple le mobilier. On va regarder la collection de mobilier de façon beaucoup plus large. Alors, bien sûr, c'est une grande exploration qu'on va faire, mais l'aspect le plus intéressant, c'est d'avoir accès à ce lieu, encore une fois, qui normalement est inaccessible. C'est un lieu à haute sécurité. Pour utiliser une expression, c'est un bunker. Alors, je pense que c'est un privilège qu'on va accorder aux téléspectateurs que de rentrer dans ce lieu. C'est une émission de vulgarisation, hein, et ça s'adresse véritablement à un public très, très large. Là. Et ça, c'est l'objectif. Tout comme la sensibilisation au patrimoine, on veut que ça rejoigne un auditoire le plus large possible. Donc, on a tenté de cerner des collections, on a tenté de le faire dans un mode de diffusion accessible, comme le musée. Cette émission-là est véritablement ancrée dans la mission du musée et dans la manière du musée, et ça, c'est important. Je pense qu'il y a une signature du Musée de la Civilisation derrière cette émission-là, en termes d'objectifs, puis on va bien le sentir pendant les 13 émissions, c'est de la rendre accessible.
Et une chose aussi et peut-être que les téléspectateurs vont s'étonner, c'est la diversité des objets. Les gens s'attendent souvent à la notion d'un musée, ça doit être que des grands objets. Non. Dans un musée, on retrouve les objets aussi de tous les jours, les objets de toute classe sociale confondue, toute catégorie sociale. Et d'autant plus pour nous, parce qu'on est un musée de société, donc on se doit, au niveau de la culture matérielle, d'être le plus représentatif possible de cette grande, vaste culture matérielle au niveau de la société, là. Alors, à la fois les métiers, à la fois les objets associés au monde des loisirs, associés à la consommation de façon générale, des objets historiques, des objets qui appartiennent tout à fait au 20e siècle parce que c'est des icônes en termes de représentation de ce qu'ils sont, puis on se doit de les collectionner. Alors, les gens vont dire, mais oui, mais c'est un objet que j'ai eu dans mon enfance, qu'est-ce que ça fait dans un musée? Oui, mais cet objet-là a marqué une génération de façon tout à fait particulière. Alors nous, on se doit d'être à l'affût et d'aller chercher ces objets-là qui marquent les générations. Alors, de ce point de vue-là, le regard que le public va certainement avoir par cette émission-là va être parfois étonnant, et c'est ce qu'on veut aussi. On veut, par cette émission-là, dans certains cas, étonner. Par exemple, la collection sur les sciences naturelles, bon, on a Cyril Barrette, qui est aussi un professeur de l'Université Laval, important dans son domaine. Alors, et on est à l'Aquarium de Québec, on se promène dans des lieux aussi totalement différents. Hein, on n'est pas qu'au musée, mais des lieux qui vont nous permettre de mieux comprendre comment ces collections-là, d'abord, se sont développées, mais comment elles s'inscrivent dans l'historique du Musée de la civilisation. Et l'intervention de Cyril Barrette aussi nous projette, à la fois dans l'actuel, des problématiques très actuelles sur la disparition des espèces. Alors, toujours cette problématique d'ancrage dans la réalité, dans le passé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une émission qui va y avoir du mouvement. Puis je pense qu'on ne s'ennuiera pas parce qu'on va s'interroger, on va regarder. Je pense que ça devrait bouger. Quand on a fait les textiles, on est allé au Centre des métiers d'art. Et là, on voit aussi qu'est-ce que les textiles aujourd'hui, comment on les exploite. Puis en même temps, bon, on réfléchit d'une certaine façon aussi à l'avenir de ces traditions-là, puis de ces savoirs. Donc, il y a quelque chose probablement d'intemporel dans le traitement des 13 émissions-là. Et évidemment, pour les chercheurs, on va les regarder dans 10 ans. C'est sûr qu'on va toujours en retirer de l'information. Ça, il n'y a pas de doute. Ces documents-là vont devenir aussi des documents d'archives. Puis une émission comme sur le musée de cire, ça va être tout à fait étonnant parce qu'on a l'impression qu'on rentre, je ne sais pas, à la morgue à la limite, là, parce que c'est des têtes, c'est des corps, et évidemment, qui sont très, très réalistes. Alors, c'est assez saisissant, mais en même temps, c'est l'histoire de notre muséologie moderne au Québec, avec les premiers grands musées, les premiers musées qui ont des succès de foule. Alors, c'est important d'avoir ce genre de collection-là, et ça nous renvoie à notre histoire récente. Ça nous permet aussi un regard très, très différent parce que là, et c'est vraiment le cas avec les 13 émissions, on peut parler du fond ou de la collection ou de l'objet en référence à son acquisition et non pas nécessairement en référence à un thème d'exposition pris à un autre niveau. Là, il est pris à son premier niveau. Et ça, c'est intéressant de réfléchir à ce niveau-là, puis donc de le remettre en scène dans sa dimension d'acquisition. Les gens il y a même une émission qui porte sur les enseignes anciennes. Alors, les enseignes tout court, les enseignes de commerce, et là, c'est le fun parce qu'on touche toute la dimension de la communication qui est la communication, l'importance que les modes de communication ont pris au 20e siècle. Alors, on fait une réflexion là-dessus. D'ailleurs, on recevait M. Claude Cossette, qui est professeur émérite en communication de l'Université Laval, mais un des fondateurs de Cossette Communication, qui semble-t-il est une des plus grandes firmes au Canada. Alors, M. Cossette nous amène dans un univers de l'objet, mais remis en contexte très, très contemporain. Et il y a des choses étonnantes qu'on va voir, par exemple, aussi, on fait une acquisition, dans le cadre de cette émission-là, on fait l'acquisition d'une pièce qui est un cheval de forgeron. Alors, la pièce, c'est quasi une acquisition en direct qu'on va faire. Alors, ça, c'est le fun parce que les gens vont voir comment on acquiert les pièces, puis l'arrivée de la pièce à la réserve, puis notre étonnement, parce que les objets, on a beau avoir une collection aussi importante, c'est toujours, pour nous, c'est toujours parfois de l'émerveillement de recevoir des objets de cette qualité-là. Alors ça, c'est le travail du conservateur. On ne peut pas le voir plus en direct que ce moment-là, quand les objets arrivent à la réserve. Les expositions, depuis l'ouverture du Musée de la civilisation, il y a des sujets sur lesquels on est à même
de bien positionner la collection parce qu'on sait qu'il y a un intérêt pour le public qui a déjà été manifesté par les années antérieures. Alors, on a tenté d'approfondir ce regard-là. C'est sûr que les émissions, c'est aussi une extension de nos activités. Je pense que ça rejoint les grands objectifs du Musée de la civilisation, qui est de rendre accessible au plus grand nombre possible leur héritage, leur collection. Alors, c'est ça l'objectif de l'émission, encore une fois, c'est véritablement de mieux faire connaître à la fois la mission de l'institution, à la fois la collection nationale au sens le plus large possible, au-delà des expositions. Il y a beaucoup d'activités de diffusion. Alors cette collection-là, c'est de l'ancrer dans la réalité muséologique, c'est de comprendre comment elle s'articule aussi dans une institution comme la nôtre. Dans certaines émissions, par exemple, on va parler d'acquisition, on va parler de donateurs. Alors ça va permettre aux gens de comprendre qu'une collection nationale, d'abord et avant tout, c'est constitué par des individus. Il y a des gens qui ont franchi des pas avant le musée, puis qui nous confient ces objets-là pour la pérennité. Alors nous, on est comme les grands conservateurs. On parle, bon, c'est quoi un conservateur de musée? Les gens vont faire une association avec la politique, mais bon, dans un musée, on se doit d'avoir ces conservateurs qui, eux, vont appliquer les normes de conservation, s'assurent de la pérennité des choses, donc de la mission première, une des missions importantes du musée, la conservation des collections pour les générations futures. Ça, c'est un rôle, effectivement, qui est peut-être mieux exprimé dans une émission comme ça, parce que c'est pas facile de l'exprimer, parce que on n'a pas d'autres lieux nécessairement pour le faire. Dans les expositions, on va tenter de le faire, mais là, la télévision, ça nous offre un canal privilégié, il n'y a pas de doute, là. C'est sûr qu'une émission comme ça, bon, même connaissant les collections, ça nous permet de se réapproprier cette connaissance-là, ce savoir-là, et de revisiter de l'intérieur certains secteurs qu'on avait acquis, parce qu'il faut penser que c'est à la fois pratiquement 20 ans d'acquisition derrière ces émissions-là, sans compter l'héritage qu'on avait reçu au moment de la création du musée. Alors, pour moi, ça a été un retour sur les collections extraordinaires. Puis, mais en même temps, de bien comprendre dans un processus, parce qu'on a évolué sur 13 émissions, l'importance de faire connaître, de transmettre ces connaissances-là et de les vulgariser. Puis ça, honnêtement, ça a été la plus belle découverte parce qu'on n'est pas familier avec le médium télévision. Nous, on travaille plutôt sur des projets expositions. Et là, la télévision, c'est sûr que ça rouvre des portes. Ça nous permet d'élargir le public de façon, en tout cas, assez extraordinaire. Moi, j'en suis l'animateur, le porte-parole, mais c'est mes collègues conservateurs qui en sont pour bien des secteurs là, de ces 13 émissions-là, qui en sont les responsables et ceux qui détiennent le savoir. Donc, ils ont bien voulu me rendre accessible leur savoir et leur connaissance autour des sujets. Alors, ils ont collaboré étroitement. Dans certains cas, comme invité spécial dans l'émission. Dans certains cas, tout simplement fournissant la documentation, me permettant justement de vulgariser ce savoir-là. Alors, ça a été une collaboration de tous les instants de l'ensemble des conservateurs, archivistes et même professionnels du Musée de la civilisation au sens large, parce qu'on ne produit pas une émission comme ça sans avoir la collaboration de tout le monde à l'intérieur d'une institution, parce qu'encore une fois, on a accès à une réserve qui, normalement, est à peu près inaccessible, dans laquelle il y a des normes de conservation particulières. Donc, il faut que tout le monde s'arrime et que tout le monde travaille à la réussite des 13 émissions. Donc, ça veut dire beaucoup de concessions aussi de la part de ceux qui sont les principaux intervenants, le registraire des collections, le restaurateur, parce que le restaurateur, lui, a le souci de la conservation de ces objets-là, parce qu'évidemment, il faut utiliser des éclairages, il faut les mettre en mode spectacle, les objets, et donc, le restaurateur, lui, est très soucieux de cet apport de lumière sur les objets dans la réserve. Alors, chacun, encore une fois, chacun apporte sa contribution, puis je pense que ça a donné une texture, une facture dans les émissions qui est assez vivante. Notre partenariat avec Télé-Québec, le Canal Savoir, bon, je pense qu'il y avait là un maillage fort intéressant parce qu'on a des missions similaires, c'est-à-dire de transmettre, de vulgariser. Alors ça, je pense que c'est une dimension qui nous rejoint. On a ce point en commun. Puis je pense que dans l'ensemble de la production des 13 émissions, en tout cas, moi, c'est bien certain, pour avoir été au cœur du projet, c'est sûr que ça a été une dimension fort importante, puis on va le sentir dans les émissions parce qu'il n'y a pas eu je dirais, il n'y avait pas de limite.
en termes de connaissances, puis de ce qu'on avait le goût de transmettre, puis de vulgariser, parce que ça rejoignait la mission des trois organismes publics qui collaboraient là, à l'intérieur de ce projet-là. Puis on sait, bon, la place qu'occupe la télévision dans l'apprentissage des connaissances, alors c'est certain que ça devient un incontournable, peu importe le milieu dans lequel tu œuvres. Si ton objectif, c'est de vulgariser, puis de transmettre des connaissances, puis de faire savoir, bien, ça devient un incontournable. Je pense que l'expérience est heureuse à ce niveau-là.